Bonjour à tous. Alors, je vais mettre la première image. Voilà. Alors, en 1925, Paris accueille l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Comme dans le cadre d'une exposition universelle classique, une nouvelle ville est construite en plein cœur de Paris, mais cette fois-ci spécialisée dans les arts décoratifs. Elle est installée autour du Grand Palais, des quais de Seine, du pont Alexandre III et de l'esplanade des Invalides. Pour l'occasion, on construit des bâtiments que l'on appelle des pavillons, dans lesquels des créateurs et des marques renommées exposent des objets d'art décoratif comme des vêtements, du mobilier, des vases, des bijoux, de manière dite vivante. C'est le mot qui est employé par le commissaire général de l'exposition, c'est-à-dire présentés au public dans des intérieurs reconstitués tels qu'ils seraient utilisés dans la vie, ou bien installés dans des boutiques reconstituées qui prennent donc place dans cette ville fictive. Et ma thèse porte justement sur 6 de ces architectures commerciales de 1925, qui sont la rue des Boutiques sur le pont Alexandre III, que vous pouvez apercevoir en haut à droite de l'écran, la galerie des Boutiques de Constantine, qui longeait la rue du même nom à gauche de l'esplanade des Invalides depuis la Seine, et les 4 pavillons des grands magasins, qui étaient situés aux 4 angles de l'esplanade, et qui étaient celui du Printemps, du Bon Marché, des grands magasins du Louvre et des galeries Lafayette, et qui, pour répondre à cette volonté de présentation vivante, avaient été aménagés comme de grands appartements bourgeois dotés de plusieurs pièces. Donc vous aviez des chambres, des halls d'entrée, salons, boudoirs, fumoirs, qui avaient été entièrement décorés par des ateliers d'art décoratif constitués par les grands magasins eux-mêmes pour l'occasion, afin de créer leur propre ligne d'objets d'art décoratif de luxe. La problématique architecturale propre à ce type d'événement, c'est que les pavillons sont, pour la grande majorité d'entre eux, destinés à être détruits dès la fin de l'exposition, 6 mois après leur construction. Ce qui contraint forcément les architectes à devoir employer des matériaux faciles à mettre en œuvre et peu chers, afin de construire vite, de détruire vite aussi et facilement, le tout à moindre coût, et tout en produisant quand même le maximum d'effets sur le public. Et cela s'incarne en fait tout particulièrement dans l'architecture commerciale, pour laquelle il s'agit en effet de répondre à un double enjeu d'attractivité. Alors d'une part, bien sûr, l'attractivité commerciale, puisque ce sont des enseignes commerciales qui présentent leurs marchandises et dont le but est quand même que le public vienne ensuite acheter ces objets d'art décoratif dans les boutiques permanentes et pour lesquelles, de fait, l'exposition agit comme une grande vitrine commerciale à ciel ouvert. Et d'autre part, l'attractivité au sens d'attraction, de divertissement, puisque ces événements sont aussi de grandes fêtes populaires dans lesquelles on avait des spectacles, des concerts et des manèges, et auxquels, en fait, les pavillons commerciaux se doivent bien sûr de participer en marquant les esprits par des architectures spectaculaires qui garantissent également leur publicité. Alors, l'une des théories que je développe dans mon travail, c'est de considérer cette architecture commerciale éphémère comme une architecture dite de surface, dans le sens où ce double enjeu d'attractivité s'illustre particulièrement dans l'apparence, dans la superficialité de ces pavillons commerciaux, dont l'architecture garantit en fait dès l'extérieur une expérience spectaculaire au public. Et dans les faits, cela se manifeste dans la forme des bâtiments d'une part, puisque les pavillons du Bon Marché et des Galeries Lafayette ont par exemple fasciné le public de l'époque par leur monumentalité, leur blancheur un petit peu onirique, mais aussi par leur caractère angulaire, puisqu'ils étaient constitués de plusieurs espaces géométriques. Le pavillon Primavera du Printemps que vous voyez à l'écran a lui aussi fasciné par sa forme de hutte au plan circulaire qui était en totale rupture avec l'architecture traditionnelle parisienne et dont les plans rappelaient en fait les maisons dites primitives dans les recueils d'architecture de référence de Vitruve ou de Viollet-le-Duc par exemple. L'architecture de la rue des Boutiques du pont Alexandre III, elle aussi, étonnait énormément dans le sens où en fait le fait de la construire sur un pont permettait au public de se projeter à la fois dans l'histoire du vieux Paris, dans lequel le Pont Neuf servait encore de plateforme commerciale, mais aussi dans les grandes cités de la Renaissance italienne, dans lesquelles on trouve beaucoup de ponts construits et couverts, comme par exemple le Rialto de Venise ou le Ponte Vecchio de Florence. D'autre part, cela se manifeste dans la matérialité de ces pavillons, c'est-à-dire leurs matériaux constitutifs, puisque pour le pavillon Primavera du Printemps encore, on a employé de la paille compressée mêlée au béton pour réaliser le toit,
Donc vous voyez qu'on a cherché à se rapprocher d'une architecture un peu originelle jusque dans le choix des matériaux, tout en utilisant quand même des matériaux de luxe, puisque les galets de verre que vous apercevez dans le toit étaient réalisés par la maison Lalique, et que la partie inférieure du pavillon était réalisée en ciment vitrifié, c'est-à-dire du ciment mêlé à des filaments d'or. Pour les pavillons du Bon Marché et des Galeries Lafayette aussi, on a employé des matériaux qui ont étonné par leur caractère inhabituel et luxueux, puisqu'ils étaient couverts d'une mosaïque de marbre blanc et de dorure. Concernant la galerie de Constantine, dont la forme en fait faisait directement référence aux arcades de la rue de Rivoli, on avait choisi cette fois le lac noir pour couvrir l'ensemble de la façade, avec des rainures rouges et également une frise de mosaïque dorée pour orner le tout. Donc je vous laisse imaginer une rue de Rivoli reconstituée, entièrement laquée et noire, ça devait être un peu impressionnant. Et enfin, concernant les boutiques elles-mêmes, on en avait également énormément travaillé les façades au moyen de dorures, de décors sculptés, mais aussi d'enseignes avec des typographies propres à chacune des boutiques pour pouvoir les distinguer et donner leur nom. Et enfin, cette architecture de surface se manifeste également dans la mise en scène de ces pavillons, qui passe notamment par la théâtralisation spectaculaire de ces édifices en les électrifiant, pour que l'on puisse continuer d'en apprécier les formes, les matières et la monumentalité la nuit, comme c'est ici le cas avec le pavillon du Bon Marché, et par l'installation de jeux d'eau et de lumière, comme c'était le cas sous le pont Alexandre III, où un rideau d'eau lumineux tombait dans la Seine et le donnait en spectacle toute la nuit. De plus, comme vous pouvez le voir, toutes les boutiques étaient bien sûr dotées de vitrines, et cette succession de vitrines permettait en fait aux visiteurs de se projeter dans une sorte de centre-ville commercial où les échoppes s'enchaînent les unes après les autres, et l'intérieur même de ces vitrines était mis en scène pour donner envie d'entrer à l'intérieur. Donc finalement, vous voyez que partout, l'idée est d'inviter le public à s'imaginer, à se projeter dans une ville fictive qui est conçue de toutes pièces et totalement théâtralisée, dans laquelle les pavillons commerciaux exposent des objets du quotidien bourgeois qui sont d'ordinaire non accessibles à tous financièrement, mais qui ici, en 1925, deviennent fictivement à la portée de chacun, sans discrimination de pouvoir d'achat, dans la mesure où ils sont visibles par tous, mais que sur place, rien n'est à vendre. Et en effet, ce que je cherche à montrer à travers mon travail, c'est que ces architectures commerciales de surface inscrites dans un contexte éphémère d'exposition internationale ont participé à créer le mirage d'une accessibilité uniforme de la consommation, quelle que soit son origine sociale, et cela par l'orchestration de projections du public dans des modes de vie bourgeois, grâce à l'appareil architectural, décoratif et scénique mis en place par les grands magasins, et les enseignes commerciales, un peu à la manière de ce que décrira Guy Debord dans sa Société du spectacle 40 ans plus tard. Et on pourrait considérer à ce titre qu'en 1925, la foule de visiteurs que vous voyez à l'écran a effectivement participé à un véritable spectacle social à travers une gigantesque performance collective tant commerciale que patrimoniale. Car en effet, ce que j'étudie également dans mon travail, c'est le rôle qu'ont pu jouer les expositions universelles et internationales dans la construction d'une consommation massifiée du patrimoine, comme n'importe quel autre produit de consommation courant, puisque si elles ont effectivement et indéniablement contribué à la reconnaissance patrimoniale de biens culturels, scientifiques, industriels ou encore commerciaux non issus des beaux-arts par leur muséification, c'est-à-dire par le caractère muséal qu'elles ont donné à ces objets en les exposant, elles sont aussi à l'origine d'une certaine fétichisation systématique de l'objet qui a participé à modifier notre rapport au patrimoine exposé en lui donnant désormais une image consommable comme n'importe quelle autre marchandise. Donc ce que je cherche finalement à étudier, c'est l'importance qu'ont eu ces expositions dans la réduction des frontières entre une boutique, un grand magasin et un musée, porosité que l'on connaît et que l'on étudie de plus en plus aujourd'hui en muséologie et qui s'illustre autant qu'elle prend particulièrement sa source en 1925 à travers les édifices sur lesquels je travaille. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation de l'architecture de l'exposition universelle de 1925 et ses répercussions jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions pour Camille Napolitano ?
Personne n'ose se lancer pour le moment. Ah si, ah pardon. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir comment avait été financée l'exposition universelle. Est-ce que l'État y a participé ou alors est-ce que c'est uniquement les grands commerçants ou comment ça s'est passé? Alors, pour l'exposition de 1925, déjà, c'est une exposition internationale. Donc, en fait, c'est pas tout à fait la même chose qu'une exposition universelle dans le sens où elle est spécialisée ici en art décoratif. Les expositions universelles, ça concerne absolument tous les biens culturels, scientifiques, même le fromage pouvait être exposé. Hein. Donc c'est pas tout à fait pareil. Et pour vous répondre, en fait, il y a une partie forcément qui est financée par l'État, mais pouvoir exposer sur place revient aussi très cher aux exposants. Eux aussi doivent payer leur emplacement, ce qui est très cher. Et c'est pour ça notamment que pendant les expositions universelles du 19e siècle notamment, vous pouviez trouver des stands tout petits avec énormément de marchandises dessus. Donc ça ressemblait beaucoup plus à une foire, enfin voilà, où on mettait tout sur le stand. Tant qu'il nous restait 1 centimètre, on mettait quelque chose en plus. Alors qu'ici, la différence, c'est qu'on a investi dans de grands pavillons. On les a aménagés comme des appartements pour répondre à cette volonté d'architecture vivante, hein, du coup, qui était déjà dans les statuts de l'exposition. C'était une volonté de départ. Mais voilà, pour vous répondre, c'est à la fois l'État, mais c'est aussi très cher d'y participer. Et c'est les exposants eux-mêmes aussi qui participent à ce financement. Je viens vers un autre spectateur qui a une question. Je n'ai pas vu ou entendu dans votre exposé en quoi est-ce que votre travail apporte quelque chose dans le savoir de ce domaine-là. Est-ce que ça n'était pas sourcé? Est-ce qu'on ne voyait pas avant en quoi cette exposition avait été fondatrice dans les développements ultérieurs? Enfin, si vous pouvez nous éclaircir là-dessus, s'il vous plaît. Si, bien sûr. En fait, les expositions universelles et internationales sont étudiées sous plein d'angles déjà. Par contre, donc l'exposition de 1925, en fait, on en étudie beaucoup les objets en eux-mêmes, mais pas du tout, presque l'architecture. C'est en train de se faire. Et l'aspect un petit peu, si vous voulez, de considérer ces expositions comme des points de départ pour repenser un petit peu ce qui aujourd'hui est en train de se faire, hein, pour repenser le musée en tant que grand magasin et inversement, et voir un petit peu le musée aujourd'hui comme quelque chose de surconsommé. En tout cas, de ce que j'ai pu en lire, c'est frôlé, c'est évoqué, mais ça n'est pas creusé encore particulièrement. Et l'expo de 25, en tout cas, est étudié dans son aspect d'art décoratif, mais assez peu dans son côté architectural en tout cas. Et alors à propos des sources que vous pouvez utiliser pour travailler sur cette architecture, quelles sont-elles? On a vu qu'il y avait des photos, mais est-ce qu'il y a des sources d'archives en particulier que vous pouvez exploiter? Oui, tout à fait. Alors déjà, bien sûr, toutes sortes de photos qui ont été conservées, des photos colorisées aussi grâce à la collection Albert Kahn, qui a pris en fait des photos donc de l'exposition pendant et après, donc au moment de la destruction, ce qui est assez intéressant pour voir les matériaux. Également des archives donc des grands magasins eux-mêmes, puisqu'ils conservent un fonds patrimonial tous, qui permet donc de voir un petit peu donc déjà la manière dont ils ont pu organiser le projet de participer à cette exposition. Participer aussi globalement à des expositions universelles, puisqu'en 1900, il y avait déjà les Galeries Lafayette à l'exposition universelle de 1900. Donc il y a évidemment leurs fonds. On peut aussi regarder donc les fonds de la Bibliothèque historique de la ville de Paris, par exemple, de la Bibliothèque Forney, qui conserve énormément de documentation autour des catalogues de ces boutiques, qu'elles soient donc que ce soit les grands magasins ou les autres boutiques exposantes. Donc voilà, tous ces documents-là permettent un peu d'avancer dans la recherche, et puis également aussi une grosse bibliographie autour de la muséologie et des grands magasins, des expositions universelles et internationales. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, une question tout au fond. Alors je vais juste tendre l'oreille pour vous écouter, puis je reprendrai la question au micro.
Alors, c'est vrai qu'on est étonné d'avoir des matériaux aussi nobles pour construire ces pavillons. Est-ce qu'ils ont été remployés d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore en voir la trace, peut-être, dans d'autres architectures? Non, malheureusement, tout a été détruit. Donc voilà. Justement, je vous parlais des photos de la destruction. On voit à quel point il ne reste rien. Tout est parti en poussière, quoi. Donc non, c'était vraiment éphémère complètement. Et l'occasion de ces 6 mois de publicité à ciel ouvert. Après, par contre, le concept de cet aménagement en petits appartements de cette manière, ça par contre ça a été réutilisé donc par le Printemps par exemple qui a organisé toutes les années suivantes ce qu'ils appelaient les petites foires des arts décoratifs au sein de la boutique permanente et qui reconstituaient des appartements pour présenter les objets, ce qu'on voit un peu aujourd'hui chez Ikea par exemple, c'est des showrooms voilà, mais qui ont été réutilisés à ce moment-là puisqu'ils ont vu que ça fonctionnait, mais en soi les matériaux eux-mêmes non. Est-ce qu'il y a une autre question parmi vous? Oui. Je reviens vous voir pour vous tendre le micro. Est-ce que c'est la première fois qu'on donnait à voir le quotidien du présent? C'est-à-dire j'ai pas bien compris votre question. Peut-être un quotidien particulier. Le quotidien bourgeois mis en scène à travers tous ces objets. Ok. En fait, en tout cas, lors d'une exposition comme ça, oui, c'est la première fois qu'on aménage vraiment des stands en grands appartements de cette manière. Oui, pour le coup, oui, c'est la première fois, en tout cas, que les grands magasins ont cette démarche d'organiser ça dans de grands appartements bourgeois. Mais vous savez, eux, par exemple, il y a un des pavillons qu'ils appellent, qui est censé être organisé comme une maison d'artistes. Donc, voilà, après, ils avaient leur ambition. Concrètement, tous les artistes n'avaient clairement pas cet intérieur-là. Et ça reste des intérieurs pour des gens qui ont financièrement les moyens. Mais oui, c'est la première fois, en tout cas, que les grands magasins organisent leurs pavillons de cette manière. Très bien, on va vous remercier en vous applaudissant. Merci beaucoup.